Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Faresiam. Bonjour Fares. Salut, ça va? Bah ça va super, c'est sympa parce que chaque année en fait, maintenant c'est la coutume, on interview Faresiam à Abu Dhabi. Rost il s'en occupe à Lyon, donc voilà, on partage bien le travail. Alors un an après, finalement, l'année dernière, t'étais en short notice, là t'es préparé, j'ai presque envie de dire comme jamais. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors oui, t'avais l'air d'avoir les crocs aussi. Alors ouais, j'ai les crocs parce que après ma performance, enfin c'est pas une performance mais de l'an dernier, bah forcément j'ai envie de revenir fort à l'UFC, de faire mes preuves parce que je les ai fait à travers toute mon équipe, mais pas à travers l'UFC. Et aujourd'hui, enfin samedi soir, c'est ce qu'on va faire. Et donc là, t'affrontes Jamie Mullarkey lors de l'UFC Fight Night, je ne sais plus trop combien, mais en tout cas c'est UFC Fight Island numéro 6. Oui. Cet adversaire, par rapport au précédent, on a l'impression qu'il est beaucoup plus favorable à ton style. Il est plus favorable à mon style parce que c'est un gars de la boxe, déjà, premièrement. Et il fait des guerres, il est là, il est quand même redoutable, donc il faut faire attention. Je pense que ça va faire un bon combat. Ça va être en ma faveur parce que je vais le boxer. Je sais qu'il va essayer de me lutter, mais on a travaillé pour, on a établi une bonne stratégie. Donc ça va être cool. Et est-ce que ça va être cool? Est-ce que t'as un pronostic pour ce combat-là? Franchement, il peut tout arriver. Je pense que je peux le soumettre comme je peux le mettre KO. Après, il résiste bien, donc ça va être. Il peut tout arriver. Franchement, j'ai pas vraiment de pronostic, mais mon manager Guillaume en a un. C'est TKO au 3e round. D'accord, ok. Et donc là, un an après, comment est-ce que tu as fait pour gérer, on va dire, cette année de transition entre coronavirus et puis envie de combat? Bah déjà, on aurait dû combattre en juin au Canada, mais après il y a eu le Covid qui a tout stoppé. J'aurais dû combattre aussi le 11 juillet à la Fight Island, mais j'étais blessé, donc ça a été repoussé à aujourd'hui du coup, enfin ce week-end. Et on a préparé, je me suis entraîné comme jamais, je me suis mis à la prépa physique avec Rémi Physiosport. Et puis voilà, j'ai essayé de mettre toutes les cartes en ma faveur. Chaque pourcentage que je peux avoir pour être meilleur, j'essaie de le prendre. Et là, tu nous en parlais avant l'interview justement du début de ta prépa physique, parce que c'est vrai que là, vous allez le voir, monsieur est plus tanké qu'avant. Pour toi, quel était l'objectif là pour justement cette prépa physique, de la faire maintenant et pas avoir commencé un petit peu plus tôt dans ta carrière? En fait, c'est que justement, c'est avec des conseils. Justement, mon manager Guillaume là, il me l'avait dit de me mettre à la prépa. Moi, je disais tout le temps non, 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 parce que je me sentais bien. Mais en fait, après mon premier combat à l'UFC, j'ai vu que j'avais de la force. Même mon adversaire dans le match, il l'avait dit. Mais j'avais pas une force suffisamment forte pour le retourner à plusieurs reprises ou me dégager de son cage control. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir mon explosivité en boxe, être rapide, être puissant, mais aussi être puissant lors des phases de lutte. Quand le gars il rentre sur moi, il sent un rocher. Quoi. Une présence physique. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ce premier combat alors? Parce que c'est vrai que ça avait été extrêmement encourageant, en short notice comme ça. Et je me dis que les gars de l'UFC vont vouloir me lutter, parce que j'ai le profil de striker. Dunmatch, c'est un striker, mais qui a fait de la lutte et du coup, il a voulu me lutter. J'ai changé un peu mon style de strike aussi, parce qu'à ce combat-là, j'étais trop en mode kickboxing K1. Maintenant, je suis plus posé, je fixe mon adversaire, je mets des grosses frappes. Et si ça doit lutter, ça luttera, parce que je sais lutter, je sais faire de la défense, je sais tout faire. Et là, un an plus tard, est-ce que ton statut aussi a changé? Parce que j'ai vu tes réseaux sociaux, il y a un petit peu plus de followers. T'es combattant UFC, ça y est, c'est estampillé. Le MMA en France, c'est légalisé. Est-ce que toi, ça a un petit peu changé, ça, dans le regard des autres, ou alors même à la salle? Est-ce que c'est différent quand on est « Oh, j'ai rencontré Faresiam ». C'est un peu différent, mais vu que je suis resté le même personnage, donc avec mes amis ou même les gars de la salle, ça n'a pas changé. Juste, ça a ramené plus de monde à la Team Esbiri. Et puis voilà, après moi maintenant,
Je veux évoluer, du coup, c'est pour ça que cet été, je suis parti à l'ACAA, parce que j'aimerais devenir encore un meilleur combattant. Et comme on dit, c'est avec les meilleurs qu'on devient le meilleur. Et là, ce choix de team, quand tu es arrivé, donc période de confinement, donc c'était un petit peu compliqué, mais pourquoi tu as choisi cette équipe et pas une autre? Parce que c'est vrai qu'il y a Titi, il y a énormément de top gym aux États-Unis. Bah déjà, j'avais fait en 2018, je suis parti m'entraîner à la Team Alpha Male à Sacramento. Ça s'est très bien passé parce que je suis revenu avec un cran au-dessus. Et l'AKA parce que justement, je connaissais Thomas Diane et je connaissais un gars de Saint-Etienne qui était parti là-bas. Il m'a beaucoup vanté le club et du coup, j'ai voulu tester. En plus, il y a Khabib, il y a Islam. Voilà, il y a les meilleurs 70, les gars de Makaté. Ouais. Plus je me dis, les gars, ils veulent me lutter. Là, il y a les top lutteurs. Donc forcément, je me dis que je vais devenir encore meilleur. Donc, affaire à suivre pour les prochains mois. Pour revenir, donc... Tu vas faire ça juste après la victoire face au Cristiano Ronaldo. Voilà. Ne vous enflammez pas trop. Pour donc revenir à ta carrière, tout ça, tu as aussi eu l'arrivée d'un nouveau sponsor, donc Ring Cage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était, on va dire, ça récompensait un travail d'arrache-pied ou au contraire, c'est venu naturellement aussi? Alors, Ring Cage, on les a contactés. Ok. Voilà, on les a contactés pour avoir une démarche de sponsoring parce que j'ai fait un combat en 1 an, du coup, c'est pas forcément avec l'UFC que j'ai gagné ma vie, mais quand même, l'UFC quoi. Et du coup, il faut des sponsors. Et on a démarché Ring Cage, ça s'est bien passé, mais il y a d'autres sponsors aussi qui me suivent. Il y a la société APRC et PC2O et mon nutritionniste. Ah là là. Et donc justement, là, toute cette partie un petit peu business, est-ce que là aussi, tu en as pris un petit peu plus conscience depuis que maintenant, ça y est, tu es à l'UFC et que, par exemple, tu vois, tu as le Media Day, tu enfiles les tenues du sponsor officiel que nous ne nommerons pas, bien évidemment. Donc il y a toute cette partie-là, les interviews aussi. C'est toute une machine qui s'organise pour le combattant. Ouais, c'est vrai, mais encore ça va parce que moi, dans ma tête, je me dis... Et je me le dirai toujours, je pense. Je me dis, je suis personne. À l'UFC, je suis personne. Je suis qu'un combattant qui doit faire ses preuves pour re-signer un autre contrat derrière. Et c'est comme ça que je pense que je vais progresser, en gardant ça dans ma tête. Mais en même temps, il faut que j'en profite. Parce que j'ai le statut, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'étiquette UFC Fighter. Du coup, pour les sponsors, pour les demandes et tout, je l'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié mon partenaire Cryo Advance. Et donc là, on parlait hier avec Fernand Lopez qui nous parlait justement de Cyril Gane. Il disait qu'aujourd'hui, il avait cette étiquette prospect et il voulait la transformer en vraiment combattant établi. Toi, est-ce qu'avec ton manager, vous avez une stratégie pour la suite de dire j'ai envie d'être, par exemple, soit plus actif pour justement soit devenir l'un des visages du MMA en France ou au contraire, directement dans cette catégorie-là, commencer à call out, faire différentes choses. Là, déjà, on attend juste la victoire. Et après, on va demander Bobby Green, soit à Vegas, soit à la Fight Island. D'accord. Et après cette victoire-là, on demande le titre. Non, pas le titre. On demandera peut-être la revanche contre Don Madge. Parce que c'est resté à travers de la gorge. Le gars qui disait qu'il allait le mettre KO au premier round et qui finalement a fui le combat en me luttant. Après, c'est une très bonne stratégie. Mais on verra. C'est des projets. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le dire, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et comment tu as géré ça, toi aussi, l'arrivée à l'UFC, où là, il y a beaucoup plus de trash talking, de mecs qui jouent dans les médias, qui commencent à donner ton nom, tout ça. Est-ce que ça a été déstabilisant ou au contraire, c'est quelque chose que tu apprécies? Parce que c'est vrai que comme ça, en apparence, tu as l'air très calme, très sympathique, très avenant, mais bon... je suis calme. Du mon surnom, Smile Killer, toujours sourire et dans la cage, on essaie d'être un tueur du coup. Et le trash talking, tout ça, ça ne m'affecte pas. Après, je pense c'est pas du trash talking que je dois faire, mais en tout cas faut que je sois avenant, moi aussi, il faut que je sois vendeur. C'est ce qui marche à l'UFC et c'est ce qu'on va faire. Voilà, je pense qu'on est complet sur la question Faresiam UFC épisode 2. Épisode 2. Merci beaucoup Fares. Merci à vous la sueur. Ça fait toujours plaisir de faire une interview avec vous. Vous êtes venu à Lyon, UFC Abu Dhabi, UFC Fight Island. Maintenant,
faut y aller. Allez, super. Swear.